Chaque avancée scientifique raconte une nouvelle histoire. Et ce sont ces histoires, piquantes ou vertigineuses, que nous aimons raconter dans les pages d'Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Chaque semaine, je vous embarque dans l'enquête d'un journaliste de la rédaction. Je suis Valérie Greffose et vous écoutez le podcast d'Epsilon. Atmosphère respirable. Nous sommes en plein contact visuel avec la planète. Y a-t-il une forme de vie, Fraser? Rien en apparence. Aucune vie. C'est désert, commandant. Hormis les volcans. Très loin au-dessus de nos têtes, à plus d'1 million de kilomètres de la Terre, orbite depuis quelques mois le bijou ultime de l'astronomie, le télescope spatial James Webb. Pour le mettre au point, il a fallu 25 ans, 10 000 ingénieurs, techniciens et chercheurs, et 10 milliards de dollars. C'est la mission spatiale la plus importante, la plus excitante, la plus pharaonique depuis le programme Apollo vers la Lune. Et tout ça dans un seul but, observer l'univers. On m'a dit que vous lisiez dans le ciel et que vous y avez trouvé de nouvelles étoiles qu'on ne connaissait pas avant. Comparé au James Webb, son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, passerait presque pour un amateur. Il faut dire que James Webb possède un miroir 3 fois plus grand et une sensibilité jusqu'à 100 fois meilleure. C'est bien simple, il verra des choses que les astronomes n'ont encore jamais vues. Les atmosphères des exoplanètes, ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. La naissance des toutes premières galaxies, il y a plus de 13 milliards d'années. Les cocons de poussière et de gaz où se forment les étoiles. J'ai vérifié et contre-vérifié, commandant, il n'y a aucun signe de vie à la surface. Bon, mais en dessous de la surface. À l'heure où il commence à livrer ses premières images, ses premiers résultats scientifiques, tous les astronomes sont dans les starting blocks. Un incroyable sentiment d'impatience et de fébrilité qu'a senti la journaliste Mathilde Fontaise. Mathilde, je crois que tous les astronomes à qui tu as parlé sont dans le même état. Le télescope James Webb, c'est un peu leur obsession du moment, non ? C'est une obsession, oui. Il y a des dizaines de laboratoires qui travaillent sur ce télescope pour préparer les données quand elles vont arriver, pour simuler ce qu'on verra, en fait, simuler les images du télescope. Ce sont des milliers de chercheurs, en fait, qui sont comme ça tous focalisés depuis 10, 20 ans pour certains sur les données, sur les instruments de ce télescope. Donc il faut dire que la mission était attendue depuis vraiment longtemps. Ça a commencé en 89. Les premiers croquis du télescope Webb ont été faits en 89 et ça a pris un temps fou pour se concrétiser, à tel point qu'il y avait eu vraiment des moments de désespoir. Les chercheurs m'en ont parlé. Une difficulté à comme ça suivre ce projet sur la durée. Il a aussi beaucoup pris de retard à certains moments pour des problèmes techniques. Il devait au départ être achevé en 2007 et il devait coûter 500 millions de dollars. Il s'est envolé finalement le 25 décembre 2021 et il aura coûté 10 milliards de dollars. Un tuyau vide. Une lentille convexe, comme celle qui aide quand on voit mal de près. Une lentille concave, comme celle qui permet aux myopes de mieux voir loin. En associant les deux, on rapproche les objets lointains, à condition de trouver la bonne distance. À l'Agence spatiale européenne, Pierre Ferhuy est le responsable scientifique du télescope Webb. Il évoque avec émotion le jour de son lancement. C'était le 25 décembre 2021. Un beau cadeau de Noël. Pour le lancement de Webb, j'ai eu une chance, c'est que j'ai pu être dans la salle de contrôle. Alors la nuit est courte parce qu'en fait c'était un lancement de matin et la préparation, là aussi, comme tout dans Webb, la préparation elle commence en fait, les gens des équipes d'Arianespace à Kourou, ils ont commencé à 10h du soir la veille et ils ont préparé toutes les étapes qui ont mené à un lancement qui a été parfait en fait. Et donc ça c'est un moment dans la salle de contrôle, c'est une ambiance c'était mon premier lancement, la première fois que je voyais un lancement, la première fois que j'étais à un lancement, et c'est une ambiance qui est difficile à décrire, très émotionnelle. On ne voit pas réellement le lancement puisqu'en fait on est dans la salle de contrôle, on voit que les images. Par contre, on entend le bruit, alors un peu décalé, parce que le temps que le son nous parvient. Et puis d'être au milieu des collègues, au milieu des gens d'Arianespace, de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne, qui ont travaillé sur cette mission, qui ont travaillé à la lancer. Pour moi, c'était très émotionnel, vraiment un moment qui était super bon. Mathilde, qu'est-ce qui rend ce télescope si unique par rapport aux autres ?
surtout, quand on parle aux astrophysiciens, on se rend vraiment compte que c'est une mission tout à fait unique. D'une part, c'est la plus chère, depuis les missions Apollo, qui ont envoyé des hommes sur la Lune à la fin des années 60 et dans les années 70. Donc c'est quelque chose de considérable qui a mobilisé 3 agences spatiales, l'agence spatiale européenne, américaine et canadienne. C'est aussi le plus gros miroir qu'on ait jamais envoyé dans l'espace. Un télescope, ça fonctionne avec un miroir qui collecte la lumière. Ce miroir du télescope Webb, il mesure 6 mètres de diamètre. Pour comparer, le plus gros télescope qui est actuellement dans l'espace, c'est le télescope Hubble, et son miroir ne fait que 2,40 m. Donc c'est vraiment un changement total de dimension. C'est aussi le plus grand bouclier thermique, par exemple, qui ait jamais été envoyé dans l'espace. Il fait la taille d'un terrain de tennis. D'ailleurs, tout ça, c'était beaucoup trop grand, hein, le bouclier thermique et le miroir, c'était beaucoup trop grand pour rentrer dans la fusée qui a envoyé le télescope Webb dans l'espace. Et donc, il a fallu plier tous ces dispositifs, plier le bouclier, plier le miroir et mettre au point toutes sortes de mécanismes pour pouvoir le déployer ensuite dans l'espace. Ah oui, j'imagine que sa mise en orbite a été vraiment très périlleuse. Alors ça a été une épopée terrible de 13 jours que les astrophysiciens ont suivi depuis la Terre, et évidemment tous les techniciens de la NASA. 13 jours de terreur, hein, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils m'ont dit. On parle de quelques minutes de terreur quand une sonde spatiale a atterri sur Mars. Et bien là, c'était 13 jours durant lesquels tout un tas de mécanismes ont dû se mettre en place pour déployer le télescope dans l'espace. Son bouclier, son antenne, ses moteurs et à la fin son miroir, hein, qui est constitué de 18 hexagones en fait, qui ont dû tous se déployer les uns à côté des autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement inédit dans l'espace puisque d'habitude, on évite les éléments mobiles puisque justement ça peut poser des problèmes, ça peut ne pas marcher. C'est ce qui a rendu très difficile la conception du télescope, c'est ce qui a rendu aussi, c'est ce qui a provoqué tous ces retards puisqu'il a fallu vérifier précisément que l'une des 400 poulies, il y a 400 poulies sur le télescope Webb, que l'une des 400 poulies n'allait pas se gripper, que l'un des 90 câbles n'allait pas se casser. Les ingénieurs de la NASA ont même été jusqu'à compter le nombre de défaillances potentielles qui pouvaient survenir et ils en ont compté 344. 344 défaillances qui pouvaient complètement mettre fin à la mission, en fait, complètement casser le télescope. Alors, professeur? Eh bien, tout est prêt, monsieur Baxter. Les techniciens font les derniers réglages du dispositif de départ. Retour à l'Agence spatiale européenne, où Pierre Ferruy, le responsable du télescope, évoque ce qui se serait passé si sa mise en orbite avait échoué. Alors, si le lancement avait mal tourné, ça aurait été une catastrophe, ça c'est clair. Il n'y aurait pas eu de deuxième Webb. Ces grandes missions sont uniques. Il n'y a pas un deuxième Webb qui aurait attendu et qui aurait été là pour prendre la suite. Et donc ça aurait été effectivement une catastrophe pour les gens, pour les agences, les gens qui avaient aussi investi en fait une partie de leur vie, de leur carrière sur Webb. Et ça aurait été aussi une catastrophe pour les chercheurs, parce qu'en fait Webb, c'est non seulement des milliers de personnes qui l'ont construit, mais c'est aussi en fait des milliers de scientifiques qui attendent de l'utiliser. Et parmi eux se trouvent de nombreux jeunes chercheurs pour qui leur carrière aussi dépendait de ce succès, de ce que Webb fonctionne. Donc ça aurait été quand même un choc énorme, à la fois pour nous, mais aussi pour les scientifiques qui attendent aussi depuis des années et qui se sont préparés. C'est même chose. On teste beaucoup, tout ça, mais les scientifiques, eux, se sont préparés pour être vraiment prêts à l'utiliser dès qu'il est disponible. Mathilde, pourquoi le télescope Webb a-t-il été placé à plus d'1 million de kilomètres de la Terre ? Et c'est parce qu'en fait, il ne voit pas dans le visible, il voit dans l'infrarouge. C'est une grosse différence avec le télescope Hubble. Lui voyait dans le visible, un tout petit peu dans l'infrarouge. Le télescope Webb, lui, a été conçu dès le départ pour regarder dans cette longueur d'onde en particulier. D'une part, parce qu'elle permet de voir des choses qu'on ne voit pas dans le visible. Par exemple, certaines poussières, de passer au travers de certains halos et de voir ce qu'il y a derrière. Mais surtout parce qu'il permet de voir beaucoup plus loin. En fait, ça, c'est un petit point de physique fondamental. Quand la lumière se déplace, elle se décale vers le rouge. Ce qui fait que si on regarde un soleil très très loin, sa lumière va se décaler en venant jusqu'à nous. Et quand elle arrivera jusqu'à nous, finalement, elle ne sera pas visible, elle sera dans l'infrarouge. Donc pour voir très loin dans l'univers, le télescope Webb a été conçu pour regarder dans l'infrarouge. Sauf que le problème, c'est que l'infrarouge, c'est de la chaleur.
Et comme c'est de la chaleur, il faut que le télescope Webb soit très très froid pour pouvoir capter cette chaleur qui vient des confins de l'univers. Il faut qu'il soit à moins 200 degrés. Alors moins 200 degrés, c'est juste 70 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est très très froid et pour atteindre cette température extrême, on ne peut pas être en orbite autour de la Terre. Il y a trop de rayonnement, trop de chaleur qui risquerait de réchauffer le télescope et donc il a fallu l'envoyer comme ça à 1,5 million de kilomètres au point de Lagrange, un terme technique c'est un point de stabilité en fait. À ce point-là, il est d'une part plus loin et donc un peu plus protégé des rayonnements de la Terre, mais il est surtout, de son point de vue, en fait, il voit le Soleil, la Terre et la Lune bien alignés. Ce qui fait que quand il déploie son bouclier thermique, le Soleil, la Terre et la Lune sont cachés derrière et lui reste de l'autre côté, bien au frais. Mais alors du coup, vu où il se trouve, s'il y a un problème technique, il sera impossible d'aller le réparer, comme ça avait été fait avec le télescope Hubble en 1993. Alors, c'est totalement impossible d'aller le réparer. D'ailleurs, il n'a même pas été conçu pour ça. Il n'y a rien qui s'ouvre dans le télescope Webb, aucune trappe pour réparer quelque chose. Même avec une mission robotique, ça reste un peu de la science-fiction d'aller si loin pour réparer un télescope. Et c'est vrai que c'est une grosse différence avec le télescope Hubble. Tous les chercheurs, d'ailleurs, que j'ai interrogés m'en ont parlé. Ils m'ont dit, c'est la terreur, c'est qu'on ne puisse pas le réparer. Le télescope Hubble, il faut se rappeler que, d'une part, il avait été conçu pour être réparé. Il est qu'à 400 km de la surface du sol. Et puis, heureusement qu'il avait été conçu comme ça, puisqu'au final, quand il s'est envolé, on s'est aperçu qu'il voyait flou. C'est son miroir qui avait été meulé un peu trop plat, d'un cheveu seulement, mais ça suffisait à dégrader toutes les images qu'il prenait. Et donc, assez vite, des astronautes ont été envoyés, en fait, pour aller réparer le télescope. Et par la suite, durant la vie du télescope Hubble, il y a 4 autres missions qui ont été envoyées pour, non, cette fois pas le réparer, mais l'améliorer, l'implémenter et quelque part le garder à la page techniquement. Bon. Heureusement, tout a bien fonctionné. Oui, et c'est incroyable, tout s'est passé exactement comme prévu. Après coup, j'ai eu des chercheurs qui m'ont dit, en fait, on n'y croyait pas, on n'osait pas vous le dire, mais on n'y croyait pas. On pensait que ça allait forcément rater à un moment, notamment au déploiement de ce fameux bouclier. Mais tout s'est bien enchaîné. Les 13 jours après le lancement étaient scandés par des succès les uns après les autres. Et ça s'est terminé le 25 janvier. Le télescope est arrivé au point de Lagrange et il a commencé à calibrer ses miroirs et à observer. Et là, les données s'accumulent. Tout semble fonctionner parfaitement. Pronostic irréfutable. Il s'agit d'un soleil noir. 100% positif. À l'Agence spatiale européenne, Pierre Ferruy est plutôt optimiste quant à la durée de vie du précieux télescope. Oui, il est encore tout jeune là. Donc en fait, quand on construit un satellite, on va déjà, au moment de sa conception, on va demander aux industriels d'assurer une durée de vie minimum. On peut pas demander aux industriels de construire quelque chose qui va durer 100 ans, d'accord, ça serait pas possible. Mais pour Webb, donc, c'était 5 années minimum. Donc, ils vont s'assurer que tout ce qu'on fabrique pourra durer au moins 5 années en termes d'utilisation, en termes de durée de vie. Et ça, en général, on le fait en s'assurant qu'il va durer plus longtemps, d'accord, si on veut être sûr de 5 ans, on va prévoir peut-être 10 ans, voilà. Dans la pratique, Webb, quand on l'a lancé, on prévoyait déjà plus longtemps, puisqu'il a été lancé avec ses réservoirs pleins. Ça veut dire qu'il avait finalement son carburant pour ses propulseurs, pour s'orienter, pour rester sur son orbite. Il est parti plein pour au moins 10 ans. Donc là, déjà, vous voyez, on a déjà un peu doublé. Et il y a quelque chose d'assez splendide, c'est que la fusée Ariane 5, elle est non seulement très fiable, mais aussi en général très précise. Et elle a injecté, donc envoyé Webb sur son orbite de façon extrêmement précise. Donc Webb, parce qu'il est envoyé dans l'espace sur la fusée, une fois que la fusée le lâche, il doit se déplacer par lui-même, donc il doit utiliser ses propulseurs. Et si on l'a envoyé vraiment bien sur la bonne orbite, il a moins besoin d'utiliser ses propulseurs, donc il va économiser son carburant. Donc grâce à ça, en fait, on pense qu'il a largement plus de 10 ans de carburant. Donc on espère vraiment qu'il aura une longue vie. Voilà, on parle bien au-delà de 10 ans. Passez en visuel 2. À vos ordres, commandant. Visuel 5. Voici la planète Akir. Un énorme bloc de pierre avec une seule tache de verdure. Mathilde, depuis 30 ans, on s'était habitué à voir l'univers à travers les yeux du télescope Hubble. Maintenant, c'est donc à travers ceux du James Webb qu'on va le faire.
Oui, et ça va tout changer. Ce que disent les chercheurs, c'est pas qu'on va mieux voir, on va pas mieux voir les étoiles, on va pas mieux voir les planètes, c'est qu'on va voir des choses qu'on n'a jusque-là jamais vues. On va entrer dans un nouveau monde d'observation. D'une part parce que le télescope Webb voit dans l'infrarouge, et donc on va pouvoir voir des choses qu'on ne voyait pas avant, et d'autre part parce que sa résolution est 10 à 100 fois supérieure à celle du télescope Hubble. Donc il va permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est son objectif principal, d'aller regarder très très loin dans l'univers, de voir les premières étoiles, les premières galaxies. Alors les premières étoiles, tous l'espèrent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il verra les premières galaxies, et ça c'est une nouveauté. Aujourd'hui, on n'a que quelques petits exemples de galaxies primordiales, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ce que verra JWST d'après les simulations, ce sont des dizaines de milliers de galaxies de ce type. On aura toute une population sous les yeux qui sera celle des premières heures de l'univers, et ça permettra de comprendre, les astrophysiciens évidemment l'espèrent, comment est-ce que l'univers s'est constitué, comment est-ce qu'il s'est formé, structuré. Et le deuxième grand sujet d'observation de JWST, ce sont les exoplanètes, ces planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que les nôtres, parce qu'il faut se rappeler que ces exoplanètes, on les voit pas en fait, on les détecte, mais on les voit pas du tout. Le télescope Webb va permettre, pour la première fois, de les voir, de détecter leur atmosphère et même peut-être d'y trouver des molécules. Ce qu'il y a derrière, c'est évidemment la recherche de la vie, ou en tout cas d'une habitabilité dans l'univers. Vous ne connaissiez peut-être pas le télescope James Webb, mais une chose est sûre, vous allez beaucoup en entendre parler. Vous venez d'écouter Histoire de science. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article dont est tiré cet épisode et bien d'autres encore dans Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Histoire de science.